Et à tous de nous rejoindre sur ce programme Le Point qui reçoit ce soir Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. L'UDPS qui est l'Union des démocrates pour le progrès social, parti cher à Étienne Tshisekedi, et ce dernier est le fils de Étienne Tshisekedi. Bienvenue. Merci madame. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes également député national élu des Mbuji-Mayi. Oui, tout à fait. Vous n'avez jamais siégé? Non, jamais, pour des raisons évidentes. Donc, c'est-à-dire que les élections de 2011 s'étant mal passées, évidemment, nous n'avions pas jugé bon d'aller siéger aux côtés de gens qui, pour la plupart, n'ont pas été élus. Ça aurait été... Mais vous percevez quand même vos émoluments? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai été invalidé pour... C'est pourtant un droit. Oui, mais étant donné que je n'avais jamais siégé, je ne vois pas comment j'aurais rempli ces formalités. Vous n'avez pas déçu vos électeurs? Pas du tout, parce qu'ils me l'ont d'ailleurs très bien rendu l'année passée, où lorsque j'ai séjourné quelques jours dans le Kassai oriental, l'accueil à lui tout seul prouve qu'ils ne m'en ont pas tenu rigueur, ça c'est clair. Je disais que vous êtes le fils d'Étienne Tshisekedi, vous n'êtes pas le seul. Non, mais non, le seul qui est sur la trace. Je suis le seul qui suis engagé en politique active, parce que les autres aussi, ce sont des politiques un peu moins visibles que moi, mais c'est une famille qui est vraiment ancrée dans la politique. Mais depuis un certain temps, le Félix n'est plus au pays. Il est parti ici sur une civière et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Ça, c'est la propagande, d'ailleurs, malheureuse, on va dire, qu'a fait le pouvoir. Le président est allé dans un avion tout à fait normal. C'est un avion... Non, pas du tout. Ce n'était pas un avion médicalisé. C'était un avion, un jet privé, donc, qui nous a été fourni par des amis. Et donc là, il va très bien. Il a repris toutes ses activités et vous aurez même de ces nouvelles assez récemment. Et le gouvernement a participé pour ces soins? Non, pas du tout. Pas du tout. Et nous mais il perçoit quand même... Nous n'avons rien demandé au gouvernement non plus. Alors, mais parmi les anciens premiers ministres, il a été... Non, il n'émarge pas. Rien. Il n'émarge pas à ces émoluments, ou je ne sais pas comment est-ce qu'il faut les appeler, parce que tout simplement, nous n'en avons pas fait la demande. Et on ne nous a pas proposé non plus. On ne les a pas proposés. Il ne reste que la proposition pour dire oui. Bon, je ne peux pas parler à sa place, on verra bien. Il a été Premier ministre et pas des moindres, donc il mérite une reconnaissance de la République, ça c'est clair. Mais nous sommes quand même assez prudents avec ça pour que ça ne paraisse pas comme de la corruption d'une part, et d'autre part, à côté de toute cette misère que nous côtoyons tous les jours, ce serait quand même quelque part un peu indécent d'être très très bien payé et de dire qu'on défend les intérêts du peuple. Donc je crois que le connaissant, je crois que pour le moment il ne va pas aller dans ce sens-là. Donc on retient qu'il va bien. Le président va bien, il va même très bien. Il reviendra. Il reviendra très bientôt. Et je vous dis qu'il est déjà en activité. Il tient des réunions, il consulte et il contacte. C'est pour ça que je vous dis, il se déplace même d'ailleurs, en dehors de la Belgique. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que dans quelques jours, nous aurons... des très bonnes nouvelles. Nous aurons la preuve de ce que je dis. Les bonnes nouvelles, elles existent déjà, nous les avons, nous savons. Nous qui le côtoyons, nous qui sommes du parti, nous sommes nombreux à savoir qu'il va bien. Mais je crois que dans quelques jours, l'opinion l'entendra, confirmera ce que je suis en train de dire. Ok, d'accord. Je disais aussi que vous êtes élu de Mbuji-Mayi. Oui. Le week-end dernier, les notables de Mbuji-Mayi se sont réunis pour réfléchir autour de questions de la nouvelle province qui va se créer, la toute petite d'ailleurs de toutes les provinces. Kassai oriental, vous en faites partie. Est-ce que vous avez reçu l'invitation? Vous étiez les grands absents. Oui, on m'en a parlé, mais je ne vois pas les choses de cette manière. D'abord, je ne suis pas pour le découpage. Je trouve que c'est vraiment d'abord malvenu et très maladroit. Parce que je crois que d'ailleurs en ce qui concerne le Kassai oriental, je peux en parler parce que je connais très bien, je suis de là. Il y a comme une sorte d'acharnement, parce que la ville ou la cité de Ngandajika a été coupée du reste du Kassai oriental, ce qui n'est pas
explicable. On ne comprend pas pourquoi est-ce que on couperait Ngandajika du reste, alors que ça fait partie du Kasaï oriental. Donc vous voyez, c'est pas un découpage qui est fait avec de bonnes intentions. Le pouvoir, il ne faut pas l'oublier, et ce sera peut-être ça le fil conducteur de notre émission. Vous devez savoir que M. Joseph Kabila a tout fait pour essayer de prolonger son mandat à la tête du pays. Il a tenté avec la Constitution, ça n'a pas marché. Il a tenté le recensement, ça n'a pas marché non plus. Ils ont essayé la loi électorale, ça a failli leur exploser dans les mains. Et donc maintenant, il n'a plus que le glissement. Et pour obtenir le glissement, il faut évidemment parsemer le chemin du processus politique de beaucoup d'embûches afin que ça retarde en fait le processus électoral. Est-ce que vous ne craignez pas que vous tombez dans des procès d'intention? Non, non, mais je parle sur des faits avérés. Ce découpage, je vous dis, il n'a rien à voir. Alors que c'est prévu dans la Constitution. Oui, mais dans la Constitution a été adoptée qu'en 2006, madame. Pourquoi 10 ans après, on vient nous resservir ce plat? Est-il trop tard pour bien faire? Et au moment où nous sommes en train d'aller vers la fin d'une échéance. Et cette fin devrait se caractériser par l'organisation d'élections crédibles, j'allais dire. Alors, quand vous parlez de fin d'une échéance, c'est-à-dire vous reconnaissez le mandat de Kabila? Non, je parle qu'on le veuille ou non, que ce soit Kabila ou un autre, il y a 5 ans d'exercice pour un mandat obtenu du peuple, n'est-ce pas? Et ce mandat, bien qu'étant controversé, arrive à son terme, c'est ça que j'allais dire. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit sortir beaucoup d'artifices pour essayer d'alourdir la machine afin que ces élections n'aient pas lieu ou aient lieu en retard et qu'on en tire profit. Donc c'est ça que nous dénonçons. Et donc c'est pour revenir à votre question, je ne me suis pas rendu à cette réunion parce que je ne suis pas pour le découpage, je ne me mets pas dans ce contexte-là. Et l'UDPS qui concourt à avoir le pouvoir en 2016 va annuler systématiquement et automatiquement cette vaste blague. Je voudrais vraiment pas qu'on s'attarde à cette question. Je voudrais vraiment pas qu'on s'attarde à cette question, mais juste une petite précision. Si vous n'êtes pas d'accord pour les découpages, c'est simplement parce que Ngandajika est séparé. Non, non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous donner des tas de groupements qui ont été divisés, qui se retrouvent de part et d'autre sur les nouvelles frontières tracées, etc. Vous dénoncez la mauvaise répartition de province. Je vais encore plus loin. Je vais même parler des finances. Vous savez que pour créer 16 nouvelles entités, je crois, hein, donc ils sont à 28, 15, ils en créent 15. 15 nouvelles entités, eh ben, il faut de l'argent. Mais déjà, pour les 11 provinces existantes, il n'y en a pas. Vous avez vu comment, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à l'intérieur du pays, moi je m'y suis rendu encore récemment, je vous dis que l'intérieur du pays n'a rien à voir avec Kinshasa. C'est encore vraiment, on dirait qu'ils vivent à un autre âge, à une autre époque. Donc, on a déjà du mal à s'en sortir pour administrer ces 11 provinces existantes. Alors, qu'en serait-il des 15 nouvelles qui vont arriver? Non, mais elles ne sont pas viables. La nouvelle province là, de l'Omami, où on met Ngandajika, on met Kamiji qui se trouve à 400 km de là, on met Lusambo qui se trouve également à 400 km du chef-lieu, j'entends. Mais je vous dis, elle n'est pas viable. Donc je crois que la priorité devrait être ailleurs. Il n'y a pas de précipitation à avoir, si ce n'est que la mauvaise intention à créer ces nouvelles entités, à créer ce découpage. Ça n'a vraiment pas de sens et c'est totalement maladroit. D'accord, d'accord. Puisque vous parlez de glissement, on va directement aux élections. Hier, 25 mai, c'était la clôture de réception de candidature de la provinciale. Exact. Mais selon, il y a eu 8000 dossiers qui ont été retirés de BRTC. Seuls 2000 ont été déposés. Alors, par rapport à ça, la CENI a ajouté encore 5 jours de plus pour essayer de récupérer ou de donner l'occasion aux autres de venir déposer leur candidature. N'est-ce pas là déjà un glissement? Non, moi je crois qu'il y a moyen de travailler parallèlement sur les élections provinciales et aussi de préparer
les grandes élections nationales, donc c'est-à-dire les présidentielles et les législatives. Mais vous avez raison, quelque part, nous, à l'UDPS, d'ailleurs, notre feuille de route le dit, nous avions proposé qu'on postpose toutes ces élections, parce que, évidemment, nous sommes déjà dans le dépassement de mandat pour les sénateurs, les gouverneurs et les députés provinciaux. Donc, on ne doit pas en faire tout un drame, une priorité, comme on le voit ici. Curieusement, ça devient une priorité alors qu'il y a eu toute une échéance qui s'est passée comme ça, celle de 2006 à 2011, où on n'en a même pas parlé. Et donc nous pensions que, à la fois pour des raisons budgétaires et aussi d'organisation, il fallait postposer ces élections, les élections actuelles après 2016. Mais évidemment, bon, comme ce pouvoir est mal intentionné, il essaye d'alourdir la machine pour obtenir le glissement en 2016, mais là nous disons, nous resterons vigilants. Il n'y a rien qui expliquera le fait qu'on aille en au-delà de 2016. Comment comptez-vous rester vigilants alors que nous sommes déjà en train de glisser? Non, nous glissons peut-être par rapport aux provinciales, mais nous n'avons pas encore commencé à parler des présidentielles et législatives de 2016. Donc il y a moyen, nous pensons techniquement, de travailler concomitamment et de les préparer en même temps qu'on travaille les provinciales. Est-ce que tous les candidats qui se sont prononcés pour les provinciales, pour le compte de l'UDPS, ont déjà déposé leur candidature? Oui. Le problème de caution ne s'est-il pas posé? Oui, par moment. Par moment, il y a eu, vous savez, l'UDPS n'est pas un parti qui émarge au trésor public. Donc, nous avons eu par moment ce genre de choses, mais nous sommes un parti organisé et les moyens ont été trouvés pour la plupart, oui. Mais évidemment, vous savez, le Congo est grand, et puis je n'ai pas en charge, justement, de m'occuper de nos candidats. Donc ça fait que c'est un peu difficile de vous donner des chiffres exacts ici sur le nombre de candidats. Est-ce que tout le monde a été retenu? Parce que par moment, il y avait aussi des problèmes de dossiers, de documents à compléter au dossier. Donc c'est assez... Alors, on va dire comme ça qu'aujourd'hui, l'IDPS n'a plus besoin d'assurance qu'on a exigé l'opposition en avril, puisque Fayoulou, avec les FAC, n'ont même pas voulu déposer leur candidature, parce qu'ils ont besoin de plus d'assurance. Vous n'en avez plus besoin? Mais si, mais vous savez, je crois que je crois l'avoir déjà dit quelque part aussi, et nous l'avons suffisamment martelé à l'UDPS, si nous allons aux élections, ou si nous acceptons plutôt de déposer les candidatures, c'est pour marquer notre détermination à aller aux élections, mais pas à n'importe quelles élections. Et c'est pour ça que nous voulons du dialogue. Les élections doivent être une occasion, évidemment, pour le peuple de renouveler soit sa confiance en ceux qui dirigent, ou renouveler les cadres politiques qui dirigent ce pays. C'est pour ça qu'on organise des élections dans un pays qui se veut démocratique. Et donc c'est pour ça que dans cette logique, l'UDPS s'y inscrit. Mais pas pour aller à n'importe quelles élections. Nous devons aller à des élections qui soient réellement crédibles et transparentes. Et c'est pour ça que nous militons pour le moment pour le dialogue. Dialogue étant une initiative proposée par la communauté internationale et qui nous a vraiment séduit. Et donc nous disons, nous allons marcher pour ce dialogue, la tenue de ce dialogue, parce que de la tenue de ce dialogue dépend l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous voulons que ce pays devienne un État de droit, nous voulons que ce pays devienne un État de démocratie, qu'on ait à des délais bien précis, des échéances électorales bien organisées et crédibles, et voilà pourquoi le dialogue est nécessaire. Alors aujourd'hui, la CENI affirme avoir fiabilisé et actualisé le fichier électoral qui contient 30,5 millions d'électeurs. Qu'en pensez-vous? Non, je ne crois pas du tout. Nous pensons qu'une mise à jour doit se faire. Et puis, bon, comment est-ce qu'ils peuvent parler déjà d'avoir fiabilisé ou terminé le travail, alors que nous avons encore de nouveaux électeurs à enrôler? Vous savez que depuis 2011, il y a de nouveaux électeurs qui sont arrivés en âge de voter. Les nouveaux majeurs. Les fameux nouveaux majeurs. Donc,
on les compte par millions sur l'étendue du territoire. Donc maintenant, il faudra aussi les incorporer dans cette base de données. Et nous croyons pour avoir eu des informations et pas des moindres, que cette base de données contient beaucoup d'imperfections. Donc il faudrait, et je crois que c'est le dialogue qui peut régler cela, que de part et d'autre, nous puissions inspecter ce fichier électoral et afin d'apaiser tout le monde. Parce que nous avons, comme je l'ai dit, des raisons de penser qu'il y a dans cette base de données de faux électeurs et par millions. Et ça présage en tout cas d'une mauvaise intention quant à la suite des événements. Ben voilà, on retient quand même que le gouvernement n'a pas encore déposé la loi sur la répartition de sièges au Parlement. Voilà. Mais par contre, selon la CENI dit qu'avec la loi, avec le fichier actualisé, on peut déjà aller au municipal, local, etc. Mais c'est la même CENI qui vient d'annoncer, je crois hier ou avant-hier, que les municipales, locales et urbaines ne pourront pas être organisées. Mais il faut laisser faire. Il faut laisser faire pouvoir, vous pensez? Non, ça c'est encore un casse-tête. Parce que vous savez qu'il y a en amont et en aval, pour organiser ces élections municipales, urbaines et locales, beaucoup de travail à faire. Notamment, moi je parlais des groupements. Il faut déjà les limiter, les délimiter, j'allais dire, dans leur constitution géographique. Il faut les délimiter. Il y a beaucoup de conflits encore dans certains groupements. Et je me souviens d'ailleurs que l'année passée, lors d'une table ronde autour, initiée par M. Kobler, le représentant spécial de la MONUSCO, donc il y avait M. Malou, l'abbé Malou avait reconnu lui-même qu'il y avait à peu près 800 groupements qui étaient à problème. Donc potentiellement générateurs de conflits. Alors, on ne peut pas aller à des élections locales en sachant que demain, telle tribu contre telle autre seront opposés parce que ne s'entendant pas sur leurs limites foncières. Donc ça, c'est déjà un danger. Ensuite, vous savez que la loi dit que c'est dans les groupements, ce sont les groupements pour les locales, municipales et urbaines qui doivent être des circonscriptions. Ouais. Eh bien, dans chaque circonscription, il doit être institué un tribunal de paix. Donc il en faut, grosso modo, 6 000, ou un peu plus même. Pour régler les contentieux électoraux. Donc vous voyez que c'est énormément de travail. Donc il faut trouver des juges, il faut trouver des bâtiments, et puis ensuite, il y a toute l'infrastructure après. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes en amont et en aval. Lorsque nous aurons les fameux élus locaux, urbains et municipaux, ils vont siéger dans quel bâtiment? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'infrastructure. Donc le Congo n'est pas prêt pour ces élections. Et le fait de les avoir brandis démontre à suffisance que ce pouvoir a vraiment l'intention de s'éterniser, de pérenniser son règne déjà contesté, et en essayant de jeter comme ça de la poudre aux yeux sur l'opinion. Mais ça ne marchera pas parce que nous sommes vigilants, et d'ailleurs petit à petit l'étau se resserre. L'étau se resserre sur 2016 jusqu'à 2015. Ben oui, mais c'est on parlera de l'UPRUN, mais on rentre directement dans le dialogue. Et donc l'étau se resserre sur eux, et vous voyez, ils sont parfois obligés comme ça d'avouer, oui, mais voilà, tout compte fait, on ne peut pas organiser les locales, urbaines et municipales. Donc voilà, donc on va continuer la pression jusqu'à ce que nous obtiendrons vraiment le respect de la Constitution et des délais constitutionnels. Et la pression Elle va augmenter, oui, ça c'est clair. Elle va augmenter. Quelle pression vouliez-vous faire puisque vous vouliez aller au dialogue? Mais le dialogue lui-même aussi, c'est une forme de pression. Le dialogue aussi est une forme de pression. Alors quel est le contenu de ce dialogue? Dans notre feuille de route, allez-vous dialoguer? Très bien, très bonne question. Dans notre feuille de route, nous avons étayé la situation du pays depuis 2011 parce que nous partons du principe qui est réel d'ailleurs, que la crise politique qui sévit au Congo, crise de légitimité, démarre à partir des élections mal organisées ou peu crédibles ou pas du tout même crédibles de 2011. Et donc cela a amené une série de choses regrettables et qui nous ont fait dire que nous ne pouvons plus accepter ça. Donc l'UDPS est sûr d'avoir gagné les élections en 2011, et comme nous nous inscrivons dans la logique
d'aller à d'autres échéances, à d'autres élections en 2016, nous avons proposé que cette fois-ci, les élections se passent dans les meilleures conditions. Parce que là, ça permettra à ce moment-là que tout le monde, d'abord que le peuple puisse s'exprimer et que tout le monde voit où se trouve la légitimité populaire. Voilà pourquoi, dans la feuille de route, nous disons il faut absolument reparler du contentieux électoral de 2011. Ça nous permettra d'envoyer d'abord un signal à la population positif, un signal positif pour leur dire voilà, on a enterré ce qui s'est passé en 2011, plus jamais ça n'arrivera. Donc à présent, reprenez-vous, allez avec engouement aux prochaines échéances parce que ça se passera mieux. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est par rapport au processus électoral lui-même. Il faut le rendre crédible. Il faut que tout le monde, de part et d'autre, parce que nous constatons une sorte de bipolarisation. Il y a ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont contre eux. Donc, et que tout le monde soit rassuré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des choses comme une CENI revue, un bureau de la CENI revue, avec 6 membres de chaque, choisis dans chaque camp, et au sein de la société civile qui vont conduire cette CENI. Tout ça n'y gagnera pas du temps? Non, il y a moyen de le faire assez rapidement si nous démarrons maintenant. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai insisté si nous démarrons maintenant. Donc, ça c'est le deuxième point. Donc, le processus électoral, il doit être crédible et il doit générer ou accoucher d'un apaisement, d'une réconciliation nationale. Et qui nous amène au troisième point, le départ de Joseph Kabila. Donc, étant donné que nous considérons qu'il ne peut plus se représenter, ça veut dire qu'il faudra s'entendre sur sa vie après. Oui, mais vous voyez, il ne dit pas le contraire, mais il fait le contraire. Hein. Il interdit à quiconque dans son camp aimerait avoir des velléités dans le sens de lui succéder. Il interdit, vous dites. Oui, mais ça a été dit, je n'invente rien. Hein. C'est M. Minakou qui l'a dit sur les antennes d'une chaîne périphérique ici, hein, qu'ils ne peuvent pas, c'est le mot d'ordre chez eux, on ne fait pas. Alors que le processus a déjà déclenché avec, on a vu par exemple, avec le congrès qu'ils ont fait, ils ont désigné un secrétaire national, et ça veut dire qu'ils pourront faire un autre congrès pour désigner un candidat. J'espère, je souhaite, et c'est ça. Et le dialogue, en fait, vous savez que dans les engagements, parce que nous voulons d'un dialogue qui est conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et aux résolutions qui s'en sont suivies. Et vous savez que dans l'un de ces engagements, il y a la réconciliation nationale. Donc le départ de M. Kabila ne doit pas être considéré comme une occasion de guerre, de chasse aux sorcières ou des choses comme ça. Donc c'est très important que ce sujet soit traité aussi au sein de ce dialogue pour que celui-ci, M. Kabila, facilite les choses. Parce que vous savez qu'il a une main mise sur l'armée, les services de renseignement, la police, etc. Et qu'il est donc susceptible ou capable d'allumer le feu. Et donc pour éviter cela au Congo et aux Congolais, il faudrait arranger les conditions de son départ. Lui faire comprendre qu'il y a une autre vie après la politique et que... après la présidence ? Oui, après la présidence, et que nous voulons au Congo un État de droit respectueux des règles établies. Ok. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'UDPS serait prête à cohabiter avec la majorité présidentielle? Parce que beaucoup pensent qu'à l'issue de ce dialogue, il y aura un gouvernement de salut public qui se mettra en place et que vous serez désigné Premier ministre et que le cadre de l'UDPS, quelques-uns seront ministres et cadres des institutions publiques, des entreprises publiques. Oui. Merci pour cette question parce qu'elle me permet de bien éclaircir ce problème. D'abord, vous avez entendu que j'ai dit ici qu'il y a un problème de légitimité. Cette légitimité, c'est l'UDPS qui la conteste à Joseph Kabila. Donc, je ne vois pas comment, après l'avoir contesté, nous allons de nouveau rentrer dans cette légitimité pour en faire quoi? Ça sera une sorte de transition? Non, il n'y a pas de transition à avoir. On n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de bouleversement. La Constitution, elle délimite le nombre de mandats exécutés. Je ne vois pas pourquoi nous aurions besoin en ce moment d'une transition. Donc, il y a moyen de discuter, de tenir ce dialogue dans les 10 jours, parce que l'UDPS, dans sa feuille de route, propose
un forum qui se tiendra en 10 jours. Ce n'est pas un forum comme on les a vus dans les années passées, comme non, pas les concertations. Je parle du dialogue intercongolais en Afrique du Sud ou de la conférence nationale souveraine, où là, il y avait clairement un problème de légalité, de légitimité, parce que la conférence nationale s'était tenue en 92. C'était ouverte même en 91, mais bon, pour des raisons diverses, elle n'a pas pu se tenir normalement. C'est en 92 qu'elle a démarré. Et souvenez-vous, il y avait le mandat de M. Mobutu à l'époque était épuisé, donc il fallait absolument discuter d'une transition parce qu'on devait aller aux élections. Idem pour le dialogue intercongolais, le pays était coupé en plusieurs morceaux, on était vraiment en conflit, il fallait ramener la paix. Ensuite, aller discuter avec les belligérants et la classe politique des conditions de sortie de crise. Et donc là, il fallait encore une transition. Mais ici, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a eu une crise post-électorale, mais apparemment, le gouvernement de Kabila, le pouvoir de Kabila a fait un forcing, s'est maintenu au pouvoir. Et vous l'avez lâché par rapport à ce forcing, vous n'y tenez plus? Nous y parlerons. 3 ou 4 années se sont passées. Et donc maintenant, je crois qu'il faudrait que nous allions, que nous nous soucions plutôt d'un atterrissage en douceur et que nous enterrions une fois pour toutes ces vieux démons de la division, de la violence que nous avons connue en 2011 et pour qu'on passe à une situation d'apaisement. Et il n'y a que le dialogue qui peut générer d'un tel contexte, d'une telle ambiance. Et voilà pourquoi nous nous inscrivons dans ce dialogue, d'autant plus que c'est la communauté internationale qui l'a proposé et qui est prête à nous accompagner là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y aura les moyens mais justement, c'est le format de ce dialogue qui pose problème parce que la majorité veut que ce dialogue soit conduit par le chef de l'État et l'UDPS demande à ce que ce soit l'ONU qui puisse conduire ce dialogue. N'est-ce pas là un blocage déjà? Bon, blocage, mais c'est peut-être oui, c'est peut-être vrai le blocage, mais dans l'intérêt de qui? Parce qu'il faudrait quand même qu'on passe par ce dialogue pour mais pourquoi ne faites-vous pas de concessions? Non, il n'y a pas de concession à faire. Vous savez, M. Kabila est lui-même parti au problème. Donc, il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être celui qui débloque le problème. Il y aura des résolutions qui l'impliqueraient, non? Alors qu'à nos yeux, il est... Non, je vous redis encore, c'est pour ça que je parlais des forums passés. Ici, il n'y a pas de problème de conflit armé ou que sais-je encore à régler. Ici, c'est un problème technique. Il faut rassurer les uns et les autres quant au processus électoral et à sa fiabilité. Et s'assurer que M. Joseph Kabila ne refera plus d'autres mandats susceptibles de déstabiliser à nouveau le pays, de ramener nos vieux démons. Et voilà, c'est ce qui est à faire ici. Pour le reste, je ne vois pas pourquoi il faut une transition, pourquoi est-ce qu'il faut un gouvernement de coalition. Oui, mais d'aucuns pensent que l'UDPS s'approprie du dialogue. Quand vous dites dans votre feuille de route qu'il faut 10 jours pour le dialogue, 40 participants, Kinshasa comme lieu. Ça, c'est une proposition qui est modulable. C'est comme si vous êtes en train de vous approprier du dialogue. Vous faites un peu du dictat. Non, nous avons fait une proposition. Si maintenant faire vous une êtes proposition... prêt à faire des concessions oui, également. À ce niveau, oui, c'est le niveau du format. Le format, on peut toujours le discuter pour harmoniser les choses. Il ne faut pas imposer à nos amis, à nos autres compatriotes, notre volonté. Nous avons fait des propositions, ça au moins le mérite d'être reconnu, donc d'avoir été fait, parce que nous sommes les seuls jusque-là, nous sommes les seuls à avoir mis un cahier de charges sur la table, que les autres en fassent de même, et à partir de là, on discutera. Donc pour revenir à ce que vous disiez, M. Kabila étant lui-même parti au problème, on ne peut pas le mettre au centre des choses, et donc pour assurer les uns et les autres et aller dans de meilleurs sentiments, il faut mettre la communauté internationale au centre. Pourquoi est-ce qu'on l'a accepté ici, à travers la MONUSCO? La communauté internationale, elle est là depuis 15 ans. Vous pensez qu'elle est neutre? Pourquoi est-ce qu'elle est là, vous pensez? Donc, vous pensez qu'elle est neutre, cette communauté internationale? Oui, mais si elle n'était pas neutre, je crois qu'il y a longtemps qu'on l'aurait dénoncée par ce pouvoir. Ok. Donc, alors, je pense que, oui, jusque-là, elle nous a beaucoup aidés. Elle nous a aidés à mettre fin à la guerre qui sévissait au pays. Elle nous a aidés à tenir le dialogue intercongolais. Et elle nous a aidés en accompagnant même la transition et les élections de 2006. Donc, je crois quand même qu'il y a une certaine reconnaissance à avoir envers la communauté internationale. Et comme elle a encore une mission à terminer, parce que ce n'est pas fini,
le Congo n'est pas encore devenu cette démocratie qu'on souhaitait lors du dialogue intercongolais, ben son rôle, c'est de nous accompagner. Ok, on n'est pas suffisamment. Alors, il y a quand même un élément, si vous me permettez. Oui, il y a un élément que je devais souligner tout à l'heure quand je vous disais que je vais vous dire pourquoi nous sommes, donc ce dialogue, nous le voulons maintenant. Parce que, évidemment, à l'UDPS, nous disons dépasser un certain seuil, que je situerai entre septembre et novembre. Je crois qu'à l'UDPS, nous ne voudrions plus du dialogue, même si c'est la communauté internationale qui revient pour nous le proposer, à moins qu'on nous prouve que la tenue du dialogue n'occasionnera pas un glissement. Parce que nous savons, je vous l'ai dit ici, l'obsession de M. Kabila, c'est le glissement. Nous n'allons pas le lui offrir à travers le dialogue que nous cherchons. Et donc, si nous voyons que les délais sont passés et que le dialogue risque de déboucher sur un constat de glissement, nous n'irons pas à ce dialogue. Donc, ça doit être très clair. Ce moment-là? Nous allons commencer à compter les jours pour le départ de M. Kabila. Même avec le dialogue, il partira. Avec ou sans le dialogue, élections. Il partira toujours. Non. Ah, oui, mais il doit de toutes les façons partir puisque en même temps, on a l'impression que le dialogue ne servira aussi à rien. Mais qu'en est-il de l'Imperium qu'a longtemps attendu l'UDPS? Est-ce que vous avez finalement renoncé à cet Imperium ou est-ce que ça fera partie de discussions dans ce dialogue? D'abord, il faut comprendre ce que c'était que l'Imperium. Pourquoi on parlait d'Imperium à l'UDPS? L'impérium, d'abord, c'est quoi? C'est le commandement. Ou, en termes plus clairs, l'effectivité du pouvoir. Nous estimions à l'UDPS que nous avons gagné les élections. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. On ne va pas revenir sur la polémique. Et comme nous avions gagné les élections, notre leader, notre président, Étienne Tshisekedi, méritait d'être le président de la République. Mais on lui avait privé de son bâton de commandement. C'est ça l'impérium. Récupérer le pouvoir. Et il était le seul à se battre sur ce front. Souvenez-vous, il avait dit, il a demandé à la population, au peuple congolais, de rester tranquille. Donc le fameux Pongia Babébé, dormez tranquille, vous avez fait votre travail en m'élisant, maintenant je vais faire le mien en essayant de reprendre ce bâton de commandement qui me revient. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement, il est tombé malade, donc il y a eu une indisponibilité. Et comme c'était lui le seul qui commandait... Mais après combien de temps il est tombé malade? Après 3 ans, Monsieur Félix. Oui, mais... Il avait 3 bonnes années pour... Oui, mais il était dans une démarche. Non, après 2 ans. Il était dans une démarche. Donc, il n'avait pas limité la démarche dans le temps. Donc, il était dans la démarche. Et pendant qu'il est dans la démarche, il tombe malade. La maladie du Finks est une excuse en ce qui concerne l'Imperium, mais on en parle Non, ce plus. n'est pas une excuse. Je continue à vous expliquer. C'est parce que vous m'interrompez, sinon vous ne comprendrez pas. Et donc, ça veut dire que la poursuite de cet objectif n'est pas abandonnée. Elle a seulement été suspendue parce que l'auteur lui-même de cette action est tombé dans l'indisponibilité. Donc nous n'abandonnons pas l'idée de récupérer l'impérium. Et cet impérium, on peut aussi le récupérer à travers le dialogue. Donc vous voyez pourquoi nous voulons aussi du dialogue. Parce que nous parlerons, je vous ai dit ici, du processus électoral de 2011, et donc ce processus étant passé comme on le sait, nous poserons ce problème. Et on verra en fonction, soit des rapports de force, soit de la dynamique, etc., dans quelle mesure il y aura la possibilité de récupérer cet impérium. Et voilà, donc... Mais comment récupérez-vous, comment pensez-vous encore aujourd'hui à récupérer cet impérium alors que les élections se pointent déjà à l'horizon? Vous ne pensez pas là que vous faites... Vous voulez une chose et son contraire. Non, attention. Je vous ai dit ici que les discussions vont rester ouvertes. Je n'amène pas une position ici. C'est vous qui me faites dire ce que je n'ai pas dit en disant les élections pointant à l'horizon, pourquoi est-ce que... Non. Je vous prends un cas comme ça, imaginaire. Admettons que au cours du dialogue, ça va peut-être faire sourire certains, mais bon, puisqu'on est dans les hypothèses, M. Kabila reconnaît qu'il n'avait pas été élu et que c'est M. Étienne Tshisekedi qui l'avait été. Bon, il faudra plancher sur ça. Il faudra trouver, je veux dire, une explication. Il faudra trouver une solution. C'est de l'utopie, vous ne pensez pas? Voilà, c'est pour ça que je dis rêvons un peu. Donc,
Donc ce sont des hypothèses. Et donc si on est dans cette hypothèse, donc il faudra trouver une solution. Mais bon, ça, c'est à voir au dialogue parce que nous avons inscrit, et d'ailleurs l'émissaire de M. Kabila, M. Kalev pour ne pas le nommer, qui est venu nous voir, nous avait bien fait comprendre que pour eux, il n'y avait aucun sujet tabou. Donc nous allons poser ce problème. Et c'est pour ça que je vous dis, en fonction des rapports de force, de la dynamique du moment, de la médiation de la communauté internationale, parce que ça aussi, il ne faudra pas le négliger, du comportement des uns et des autres, on verra bien. Mais l'impérium, nous ne l'avons pas du tout enterré. L'impérium, c'est une action qui a été menée, un combat qui a été mené, et les combats, ça se gagne ou ça se perd. Voilà. Donc à un moment donné, il faudra bien qu'à l'UDPS, nous en tirions les conséquences et que nous orientions les choses autrement. Les partis politiques gagnent ou perdent. C'est et vous accepterez de perdre. Si vous perdez, vous accepterez cette fois-ci. Absolument. Si nous acceptons, si nous perdons ce combat de l'impérium, nous nous repositionnerons autrement. C'est ça un parti politique. Il faut savoir. Et si jamais vous perdez lors de prochaines élections de 2016, vous accepteriez? Si c'est à la régulière, oui. Mais nous sommes démocrates. Nous sommes pour un état de droit dans ce pays, pour un état de démocratie. Donc nous serons les premiers à reconnaître et à féliciter le vainqueur. Si cela se fait dans les règles de l'art, j'entends. Ok. Ça sera la dernière question pour le dialogue. On va passer, on va parler de l'UDPS parce qu'il y a quelques questions autour de l'UDPS. La dernière question en ce qui concerne le dialogue. Aujourd'hui, le MLC se rend compte quand même que tous ces forums sont fantaisistes et ne veut plus faire confiance. Alors on se rend finalement compte que l'UDPS croit cette fois-ci à la bonne foi de la majorité présidentielle à s'impliquer au dialogue. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on attribue... Puisque vous n'y étiez pas là, aux concertations nationales, mais les concertations, vous avez carrément boycotté les concertations, nous les considérons comme une messe noire du camp Kabila qui voulait agrandir sa soi-disant majorité et qui l'a fait d'ailleurs, on l'a vu par le gouvernement qui s'est construit par la suite. Donc ça, n'en parlons pas, ça ne nous intéresse pas. En revanche, le dialogue, je ne vois pas pourquoi on s'obstine toujours à penser que c'est une initiative de Kabila, alors que celui-ci a envoyé son émissaire pour essayer de savoir quelles étaient nos perceptions de ce dialogue, en demandant quels étaient les thèmes de référence qui étaient les nôtres et quel format souhaitions-nous, etc. Et en nous disant qu'ils étaient disposés à parler de tous les sujets sans tabou. Alors, ce dialogue, je répète encore, est une initiative de la communauté internationale. Et donc, ça ne peut pas être une farce comme vous dites que le MLC l'a déclaré, parce que tout simplement, nous ne l'accepterons pas tant que ça viendra de Kabila. Donc, c'est pour ça que c'est pas pareil. C'est une initiative de la communauté internationale, un peu comme ça l'a été avec le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. Et nous sommes d'accord avec ça, parce que nous avons longuement discuté, longuement échangé avec les représentants de la communauté internationale qui voient, comme nous, que c'est vraiment une initiative qui serait louable et qui ramènerait la paix, la sécurité, la réconciliation et la crédibilité, l'apaisement et la crédibilité pour la suite. Donc voilà, le dialogue, nous le voulons pour ça, nous ne le voulons pas comme le dit le MLC. D'accord. On va parler de l'UDPS. De Goma, vous avez annoncé que l'UDPS participerait aux élections provinciales. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Et les combattants qui vous soutiennent toujours en permanence à Kinshasa ont dénoncé votre déclaration. Ils l'ont carrément qualifié d'unilatérale. Pourquoi vous contestent-ils ? Non, ils ne me contestent pas, mais je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un problème de communication, tout simplement. C'est vrai que j'avais parlé un peu plus tôt que prévu. C'était le secrétaire général qui devait le faire normalement au nom du parti. Mais j'étais un peu contraint et forcé par les événements, parce que j'étais arrivé sur Goma, il y avait une situation sur place qui nécessitait qu'on parle dans ce sens. Et je l'ai fait, parce qu'il fallait d'abord viser les intérêts du parti. Et comme à Kinshasa, il n'était pas au courant, donc il y a eu comme une sorte de dysfonctionnement dans la communication.
mais qui s'est très vite dissipé parce qu'on s'est expliqué Mais il n'y a pas avec que, le secrétaire général. Mais il n'y a pas que qui va. vous contestent, il y a même les vôtres qui vous contestent, qui disent que vous ne connaissez rien de l'UDPS, vous n'avez pas participé aux souffrances de cette formation politique. Madame, je ne marche pas dans ma vie avec un collier écrit « J'ai souffert pour l'UDPS, j'ai participé ». Vous n'avez pas fait de prison. Lorsque l'UDPS a été créé... On vous considère comme si vous êtes opportuniste. Attendez, lorsque l'UDPS a été créé en 1982, beaucoup de ceux qui disent ça aujourd'hui n'étaient pas ici. Moi, j'étais au Congo, j'ai souffert avec l'UDPS, j'ai été envoyé en relégation avec donc toute la famille, donc à cause du combat de l'UDPS, du combat de notre père. Nous avons été relégués de 1983 à 1984, pendant que nous allions à l'école. On nous a privés d'études, privés de soins de santé aussi. Heureusement, Dieu merci, personne n'est tombé malade. On nous a renvoyés au village, confinés là-bas, avec interdiction d'aller où que ce soit. Et donc, c'est des choses que je ne dis pas. Nous avons vécu des résidences surveillées. Et l'implication de Mme Marthe dans toutes vos déclarations, vos démarches, juste pour ironiser, beaucoup vous parlent de vous comme Maman Madi. Oui, donc je continue d'abord, j'y arriverai. Et donc, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, toutes les relégations, les résidences surveillées et même les arrestations, parce que vous dites qu'on n'a pas été arrêtés. Nous, on a été arrêtés, mes frères et moi. Tout ça, nous les avons subis. Et c'est ce qui a forcé d'ailleurs les parents à nous sortir du pays en 1985. Donc c'est pour vous dire que de 82 à 85, nous avons vécu l'UDPS vraiment dans notre chair, au niveau des souffrances et autres sacrifices. Et à l'extérieur du pays, dès 1993, j'ai été élu comme président cellulaire. Moi, j'ai fait toutes mes classes politiques à l'UDPS. Mais justement, pourquoi vous ne communiquez pas? C'est justement, j'ai été élu comme président et j'ai beaucoup de témoins, tous mes amis avec lesquels nous avons milité. En 1993, j'ai été élu. En 1996, le travail étant satisfaisant, les amis m'ont proposé à la fédération où j'ai été élu vice-président à la fédération Belgique-Luxembourg. Et j'y suis resté plusieurs années, jusqu'en 2008, où le président décidera enfin de m'élever au niveau national comme adjoint d'abord aux relations extérieures, puis titulaire après le Congrès. Donc c'est pour vous dire que j'ai milité pour ce parti, je l'ai dans ma chair, je l'ai dans mon sang. Seulement, je n'ai pas besoin de le brandir. Je n'ai pas besoin de dire ce que je fais. Je le fais pour ce parti, je le fais pour mon pays. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas de la publicité. En 2005, pendant que je vivais déjà à l'étranger, je vivais encore plutôt à l'étranger, je suis venu ici, le fameux « Tout doit s'arrêter » le 30 juin 2005, la fameuse marche, j'y étais. Ouais, avec beaucoup d'autres amis, nous y étions. Donc, oui, vous voyez, mais c'est qu'on vous reproche aussi que vous ne communiquez pas suffisamment. Par rapport à ma mère, c'est une grande dame, c'est une femme qui a énormément souffert. D'ailleurs, les textes du parti... Elle a son mot à dire dans le parti. Les textes du parti, au départ, avaient fait des compagnes des fondateurs, aussi des fondatrices. Donc, c'est-à-dire, à la mort d'un fondateur, son épouse prenait immédiatement sa place au sein du collège des fondateurs. Et c'est arrivé avec certains fondateurs qui nous ont quittés. Et c'est ce qui arrivera à l'UDPS. C'est pour ça que je vous dis que cette dame à qui on fait un procès injuste est à sa place là où elle est. Et elle a été vraiment l'église au milieu du village et une des premières conseillères du président. Ok. Alors, on va parler de Goma. On a plus de 2 minutes, 3 ou 3. Oui, on va parler de Goma. Vous y étiez, mais les évêques dénoncent que le gouvernement, les évêques du Nord Kivu dénoncent que le gouvernement ne fait rien pour stopper la violence qui sévit au Nord Kivu. Alors, vous y étiez. Est-ce que vous avez quelques pistes de solutions à proposer pour que finalement un état de droit, ces massacres s'arrêtent? Il faut instaurer cet état de droit et donc dans un état de droit, l'État a le devoir de protéger ses concitoyens. Or ici, nous voyons que le pouvoir ne paye pas. Les policiers ne payent pas les militaires qui vont au front, ne les équipent pas. Et donc ces gens n'ont même pas les moyens de protéger la population. Au contraire, ils se servent même sur le dos de cette population. Donc l'insécurité, contrairement à ce qu'on pense toujours comme ça, elle ne vient pas toujours de l'étranger,
elle est aussi causée par nos propres compatriotes. C'est la crise, la misère qui est à la base de ce genre de choses, et un État responsable doit tout mettre en œuvre pour que le moindre de ses concitoyens soit sécurisé. Or, c'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on entend dire qu'on a des croissances à 2 chiffres, alors que ce n'est même pas perceptible dans le panier de la ménagère. On entend dire des choses, mais tout sauf la sécurité à l'est du pays. C'est inacceptable. C'est quelque chose qui démontre vraiment les insuffisances de ce pouvoir. Monsieur Tshisekedi, Félix, il faut préciser. Oui. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. Merci à vous aussi de l'honneur que vous nous faites quand vous renouvelez votre confiance en nous. Revoyez cette émission demain 7h15, mais également le vendredi à 23h45. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Entre-temps, prenez bien soin de vous et bonne semaine à toutes et à tous.